on a l'habitude de dire Auschwitz. Et je n'aime pas qu'on dise Auschwitz, parce qu'il y a Auschwitz et il y a Birkenau. Et il y a une très grande différence entre les deux, parce que Auschwitz, que je vous montre là, est un camp de concentration. Et il y a une très grande différence entre Auschwitz et Birkenau. Birkenau, qui est un camp d'extermination. Alors, si j'ai pas les papiers sous les yeux exactement ce que je voulais vous montrer, mais il est en train de se soulever, hein, c'est pas bien. Donc, je comptais sur lui pour m'aider. Alors, je sais pas trop. Alors, vous voyez Auschwitz, l'entrée, et voilà l'entrée de Birkenau. Sans se rendre compte de quoi que ce soit, on voit quand même qu'il y a une grande différence. Là, vous avez des bâtiments, c'est en dur. En effet, c'était une caserne. Donc, dans une caserne, il y a des bâtiments, il y a des routes. Une caserne, c'est comme un petit village. Alors que quand on va à Birkenau, on rentre à Birkenau, vous ne voyez rien, vous ne voyez que des baraques à perte de vue, vous voyez des rails de chemin de fer, voilà ce que vous voyez à Birkenau. Alors donc c'est une très grande différence. Maintenant, je vous montre ces photos-là, ce sont des photos qui ont été prises maintenant. Quand moi j'y étais, je peux vous le garantir, je n'ai jamais vu d'herbe. Les rails, ils n'existaient pas. C'est mon commando qui les avons placés. Et un commando, c'est un groupe de travail. Quant aux baraques que vous voyez là, c'est des baraques qui ont été construites après que les déportés aient quitté le camp, parce que quand les déportés ont quitté pour aller ailleurs, quand on a évacué Auschwitz, les Polonais se sont servis des baraques en bois, tout ça, parce qu'ils manquaient de tout, ils avaient froid, ils prenaient donc ça pour se chauffer. Donc, c'est des baraques qui ont été reconstruites. Donc, tout ce que vous voyez maintenant à Birkenau est faux. Ce sont des décors. Moi, je n'ai jamais vu des baraques de cette couleur-là. Il y avait des baraques, mais elles n'étaient pas... bon, je vais peut-être tout à l'heure dans l'air 2 au fur et à mesure, je vous montrerai. Donc, on rentre à Birkenau, on ne rentre pas à Auschwitz. Et quand on rentre à Birkenau, en principe, c'est pour ne plus en sortir. Ça, on ne nous l'a pas dit carrément, mais on nous l'a dit après. Enfin, bon. Alors, quand on rentre à Birkenau, voilà ce qu'on voit. On voit des... Non, c'est épouvantable parce que je ne peux plus raconter mon histoire comme je la racontais. Eh bien, ça ne fait rien. On la racontera différemment. Ben, pourquoi que ça va là-bas, ça? Qui c'est qui a appris ça? Vous savez que quand on était dans les camps et qu'on volait les affaires, on ne disait pas voler, on disait organiser. Alors j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui a organisé mais voilà. Bon, alors, on va recommencer directement, plutôt, voilà. Ce que vous voyez là, c'est, vous voyez quoi? Vous êtes trop loin, je suis trop loin de vous, j'aime pas, enfin bon, c'est comme ça, on m'a installé. Quand vous voyez ça, moi j'aime bien poser les questions aux élèves, et puis ils me répondent, ça fait plus loin. Ah bah quand même, il y en a un qui va répondre. Alors, tu peux t'approcher même? Tu peux t'approcher? Sinon ça va être trop long, je ferai les... Mais allez-y, allez-y. On y voit. Alors, qu'est-ce que c'est que vous voyez? Alors, on dirait un seau de peinture avec des graviers à côté. Un seau de peinture avec du gravier à côté. Ah bah c'est peut-être que c'est pas mal ça. Oui. Alors, non, moi, oui, vous avez raison, un seau de peinture, c'est vrai, on croirait. Mais ça serait plutôt une boîte de conserve avec des graviers dedans. Ah, c'est hein, mais pas un seau de peinture. Des graines. Des graines. Bon, c'est pas grave, c'est pas un examen. Alors, justement, comme je suis trop loin de vous,
Moi, je vais faire les questions et les réponses. Comme ça, je serai toujours contente. D'accord. Merci. Bon, alors, ce que vous voyez là, cette boîte de conserve et ce gravier, c'est avec ça qu'ont été tués des milliers de personnes. Ça s'appelle j'ai pas vu ce pendant le Zyklon B. Ça, c'est un produit que les agronomes se servaient pour tuer la vermine dans les champs. Hitler déteste les Juifs. Il hait les Juifs. Donc, il veut tuer tous les Juifs d'Europe. Mais comment s'y prendre? Comment faire? Ils vont se réunir pour la solution finale. Et je peux vous dire que l'endroit où ils se sont réunis, je l'ai visité, c'est un endroit adorable. Et vous voyez, même un endroit adorable peut donner des idées mortelles. Donc, ils se retrouvent tous ensemble dans cet endroit et ils cherchent ensemble comment tuer les Juifs d'Europe. Alors, il y en a un, et on va faire ci, et l'autre, on va faire ça. Et il y en a un autre qui dit, mais dans le fond, moi je suis ingénieur agronome. J'ai un produit miraculeux qui tue la vermine dans les champs. C'est ça, c'est ce produit-là, le Zyklon B. Et qu'est-ce que c'est que les Juifs? C'est de la vermine, c'est rien. Puisqu'il faut les tuer, eh bien voilà, on va se servir. Et c'est comme ça que ce produit qui était pour tuer les bestioles dans les champs, a tué vraiment des millions peut-être pas des millions, mais des milliers de Juifs. Bon, ils ont trouvé ce qu'il fallait pour tuer les Juifs, mais comment les reconnaître? Là, c'était mieux de ne pas trouver peut-être, je ne sais pas. Vous savez, quand on est vieux, on a des habitudes, et quand on perd ses habitudes, on est perdu. Le visage de... C'était de l'autre côté. Voilà. Bon, alors, là, je vous montre des visages de jeunes gens. Un à 12 ans et demi, l'autre à 14 ans et demi, et puis il y a moi au milieu. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose d'anormal dans ces portraits? Non. Moi je sais que je dis que je vous ai demandé les réponses. Non, il n'y a rien, on est des gens normaux. Pour nous, oui, mais pas pour lui, pas pour Hitler. Pour Hitler, on n'était pas des gens normaux, pour Hitler, on n'était rien du tout. Pour Hitler, il fallait nous tuer. Alors donc, comme on est des gens normaux pour tout le monde, lui, comment faire pour lui? Il parle des Juifs partout, mais pour tuer les Juifs, comment on va faire? Il faut déjà nous reconnaître. Alors, il va nous obliger, vous l'avez vu? Non, ça c'est encore un portrait. Ah ben si vous m'aidez, il faut m'aider comme il faut. Là, les trucs où il y a marqué Juif. C'est long, hein? Non, il ne faut pas que je vous serve de mes documents parce que c'est pas possible. Je ne m'en sortirai pas. Donc, voilà, merci. Donc, il va nous obliger à aller dans les bureaux des commissariats, si vous pouvez les mettre parole au cas, si vous êtes venus. Donc, il va nous obliger à aller dans les commissariats pour nous faire recenser. On va dans les bureaux de commissariat, ils ont nos noms, ils ont nos adresses, et on va sortir de là avec sur nos cartes d'identité un gros tampon marqué juif. Où est-ce qu'on tient les cartes d'identité? Dans nos poches, dans nos sacs. Mais ça, personne ne le voit. Donc, comme si ces messieurs veulent nous humilier, il va falloir le montrer qu'on est juif. Et pour le montrer, ils vont nous fournir des étoiles
contre des tickets de textile, parce qu'à l'époque, il y avait des rationnements, et que les tickets de textile, c'était pour acheter les maillots de corps, les chaussettes, les bas. Eh bien, nous, on va s'en servir, tout au moins, on va en prendre 2 pour avoir ces étoiles. Étoiles jaunes bordées de noir. Où est-ce qu'il faut les mettre? Sur le côté gauche de nos vêtements, surtout ne pas les cacher avec une écharpe, parce que si vous vous faites prendre, ça va vous coûter cher, et aussi les couleurs très solidement sur votre vêtement. Alors maintenant, tout le monde voit que nous sommes juifs. Et comme tout le monde voit que nous sommes juifs, eh bien, il y a des lois qui vont être promulguées. C'est ça, je crois, là, c'est ça. Voilà, ça, on le met là. Il y a des lois qui vont être promulguées et vous n'avez plus le droit, en tant que juif, d'être en contact avec les non-juifs. Les non-juifs, on les appelle des ariens. Donc il y a plein de métiers qui vont nous être interdits. Médecins, chirurgiens, dentistes, artistes, commerçants, plus le droit de travailler. Mon père fabrique des imperméables. Il a un petit atelier. Il a 2 ouvrières et un ouvrier. Ces ouvrières pas juifs. Mon père n'a pas le droit d'être dans son atelier. Il n'y mettra plus les pieds. J'ai 2 sœurs qui font les marchés. Elles sont derrière leur étage, elles vendent de la bonneterie, et bien plus le droit derrière les étages. Les étudiants, les jeunes, on avait le droit d'aller à l'école jusqu'au bac, mais les facultés interdites. Mon père ne peut plus travailler, mes soeurs ne peuvent plus travailler, mais Ginette, elle est contente, elle. Pourquoi qu'elle est contente? Parce qu'elle n'a rien dans la tête. Elle ne se rend pas compte que si on ne travaille pas, il n'y aura pas d'argent. Non, ce qu'elle voit, Ginette, c'est que, chouette, on va être toujours ensemble. Parce que le petit déjeuner, on ne le prend jamais ensemble. Chacun part à des heures différentes. Le déjeuner, on n'est jamais ensemble. Chacun déjeune sur le lieu de son travail. Il n'y a pas que les dîners qu'on est ensemble. Et bien là, maintenant, on est tous ensemble et Ginette, elle est contente. Elle ne se rend pas compte, elle ne réalise pas qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Non, non, elle voit que ce qui est bien. Voilà. Donc, on va vivre comme ça jusqu'en 42. En 42, un monsieur vient nous voir un soir et nous montre ses papiers, d'abord qu'il était bien de la préfecture de police. Et il a eu sur son bureau un document qui nous accuse. On est accusé, on est dénoncé d'être communiste. Et les nazis, les communistes, ils en ont peur. Ils en ont peur parce que, à cause de leur propagande, et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de saboteurs parmi les communistes. Donc, quand ils peuvent en épingler, vous pensez bien qu'ils ne se gênent pas. Donc, ce monsieur nous prévient, vous êtes juif et en plus vous êtes communiste, attention, vous allez être surveillés de très près. Il nous conseille, à mon père, de quitter la zone occupée pour aller en zone libre. Vous savez que la France était coupée en 2. Mon père ne voulait pas bouger, il était français, ses enfants étaient français, il avait fait la guerre de 14, il avait même des gendres qui étaient, il y en avait un qui était prisonnier de guerre, donc mon père ne voulait pas quitter Paris. Mais du coup, quand on lui dit ça, il veut pas que sa famille souffre, alors avec ma sœur aînée, ils vont préparer le départ. Si on passe en zone libre, c'est comme si nous étions dans un pays différent. Et quand on est dans un pays différent, il faut des papiers pour passer la ligne de démarche, la frontière. Eh bien, ces papiers, les papiers qu'on a, ils sont marqués tamponnés juifs. Et ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de quitter Paris. Donc, il va falloir faire des faux papiers. Tant qu'à faire d'avoir des faux papiers, on va prendre un nom de consonance bien française. On peut être étranger sans être juif, et ça fait toujours poser des questions. Alors, des amis vont nous prêter leur nom,
on va faire des faux papiers et on va pouvoir passer la ligne de démarcation. Mais les faux papiers, est-ce qu'ils sont bien imités? On n'en est pas sûr. Donc on va passer la ligne de démarcation, mais d'une façon frauduleuse. Vous avez des gens qui habitent le long de cette frontière, c'est la Loire, je pense, et ils ont observé les allées et venues des patrouilles, ils savent où ils passent, quand ils passent, à quelle heure ils passent, et ils vont en faire un métier, ils vont devenir des passeurs. Ils ont gagné beaucoup d'argent, mais il faut reconnaître qu'ils prenaient des gros risques, et aussi il faut reconnaître que s'ils n'avaient pas été là, comment les Juifs auraient pu passer la ligne de démarcation? Il faut connaître les lieux, il faut connaître les habitudes. Donc, on a donné de l'argent, mais ils nous ont sauvé la vie. Alors, mon père, il ne veut pas que toute la famille passe ensemble. Il va nous partager en groupes, on est 4 groupes, et il veut que l'on va se retrouver tous à un endroit précis, Aix-les-Bains, c'est dans un hôtel à Aix-les-Bains. Je me rappelle, si je l'avais dit tout à l'heure, puis là je ne me rappelle plus. Alors on va tous se retrouver à Aix-les-Bains. Ça veut dire qu'on a passé la ligne de démarcation facilement. Non, on ne l'a pas passé facilement. Vous avez 2 groupes qui l'ont passé très très facilement. Un autre groupe, mon père, mon père, ma mère et une de mes sœurs qui est de santé plus fragile, ils vont partir par des cheminots qui sont à la gare de Lyon. Alors, un va lui prendre à la gare de Lyon, ils vont faire le voyage jusqu'à Lyon. À Lyon, il y a un autre monsieur, cheminot aussi, qui est résistant et qui doit les prendre en main. Ils sont bien dans le train, ils sont bien arrivés à Lyon, mais à Lyon, ils sont sur le quai, personne pour les accueillir, et ils ont eu la peur de leur vie parce qu'ils se sont retrouvés 3 personnes dans un lieu où ils n'avaient pas le droit d'y être. Ils ont eu très peur, ça leur a semblé interminable, mais en fin de compte, celui qui voulait les prendre en charge a eu à peine peut-être même pas 5 minutes peut-être de retard, mais 5 minutes quand vous êtes à un moment très crucial, ça leur a semblé une éternité. Nous, c'est-à-dire nous, je suis avec 2 de mes sœurs, on doit passer par Angoulême. On arrive à Angoulême, on doit aller au buffet de la gare, on va au buffet de la gare, c'est là qu'on doit retrouver le passeur. Moi, je ne l'ai pas jamais vu, mais mes sœurs, je suppose qu'elles ont fait connaissance avec lui, pour savoir qui il était. En attendant, on doit aller au buffet de la gare pour le retrouver. On est au buffet de la gare. Le train qui nous a emmenés vient de partir. Toutes les issues du buffet de la gare sont surveillées et tous ceux qui sont à l'intérieur sont emmenés en prison à Angoulême pour vérification de papier. Est-ce qu'il a été dénoncé? Est-ce que c'est lui qui a dénoncé ses clients? Ça arrive. Ça arrive parce que, par exemple, un passeur est pris, on va lui faire du chantage. Si tu nous donnes tes clients, on écrase le cou, on te laisse libre. Et si tu ne donnes pas tes clients, on t'arrête et on connaît la suite. Donc, il y en a qui l'ont fait. Je pense que celui qu'on avait, le passeur, c'est ce qu'il a fait. Alors, on est emmené à Angoulême, on est à la prison d'Angoulême, c'est à notre tour d'être interrogés. On est 3, ils nous font rentrer tous les 3 dans le bureau, et tout de suite, vous êtes juifs. Nous, juifs? Mais pas du tout. Si, il n'y a que les juifs qui vont aux ONU. Eh bien non, il n'y a pas que les juifs, que nous on ne l'est pas. Et nous on ne l'est pas, et on est sûr de ne pas l'être, parce que avant de partir, on s'est fait des faux papiers, et que les personnes qui nous ont donné leur nom, nous ont donné l'adresse des églises où ils se sont fait baptiser, où ils ont fait leur première communion, et il y a même un couple qui était marié. Donc, on donne les adresses, mais non, mais si on n'est pas juif,
Alors qu'est-ce que vous allez faire en zone libre, puisque vous n'êtes pas juif, il n'y a que... Eh bien peut-être qu'il n'y a que qui passe, mais nous, on va à un mariage, c'est le premier dans la famille, et on ne veut pas louper ça. Ils nous ont gardés quelques jours pour vérifier si c'était vrai. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Je n'en sais rien. Mais de toute façon, ils pouvaient le faire, parce que les églises, elles existent. Hein. Et au bout de, je dis quelques jours, mais pas longtemps, mais quand même, on a eu le temps quand même de coucher. Alors, je ne me rappelle plus, 2 jours, 2 nuits, 3 nuits. En attendant, ils nous ont reconvoqués pour nous dire, on a vérifié, vous n'êtes pas juifs, et puis vous pouvez partir. On est parti, naturellement, sans demander les restes, et on est passé par un autre endroit. Alors là, maintenant, on se retrouve en effet à Aix-les-Bains, mais Aix-les-Bains, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aller à Avignon. Ma sœur aînée a des amis à Avignon, elle leur a demandé de nous trouver quelque chose. Alors, comme tout le monde est à Aix-les-Bains, j'avoue franchement que Aix-les-Bains, on ne connaissait pas du tout cette ville-là. C'est une ville superbe, bien beau. Et c'était la première fois qu'on couchait à l'hôtel. Vous savez, Ginette, elle se prenait pour une millionnaire. Et là, maintenant, on va quitter Aix-les-Bains pour aller à Avignon. Avignon, la personne qui va nous héberger nous a trouvé quelque chose. C'est-à-dire, les amis qui devaient nous trouver ont trouvé quelque chose. C'est pas à Avignon même, c'est à Montfavet, à côté d'Avignon. Une personne a une très grosse maison et ils vont nous louer leur premier étage. Tout le premier étage, c'est pour toute la famille. On vit tous ensemble, les célibataires, les mariés, les jeunes, les vieux. On est tous ensemble à Montfavet. On va y rester 3 mois chez ce monsieur. Pendant ces 3 mois, il faut trouver du travail. On n'est pas en vacances. Donc, j'ai 2 sœurs qui sont secrétaires de métier. Moi, je sors de l'école de commerce, mais je n'ai jamais travaillé. Toutes les 3, à Avignon, on fait du porte-à-porte, presque. Non, il n'y a rien. Ce n'est pas une ville industrielle, il n'y a rien. Mais quelqu'un nous dit, peut-être que vous auriez une chance si vous allez à Vedène, il y a une grosse boîte de Paris qui s'y est repliée, peut-être que là vous avez une chance. Qu'est-ce qu'on risque? On y va. Et en effet, il avait raison. Mes sœurs, des professionnels, secrétaires, mais vous commencez tout de suite. Mais oui, mais naturellement qu'on a besoin de vous, des professionnels, on n'en a jamais assez. Mais vous commencez tout de suite. Mais vous, mademoiselle, débutante, sans jamais avoir travaillé, vous pensez bien qu'on a les nôtres, on n'a pas besoin de vous. Et je suppose que celui qui embauchait a deviné quelque chose, parce que c'est vrai que je faisais une triste mine. Et après tout, mademoiselle, on va vous garder, on vous casera bien quelque part. Donc ça y est, on est 3 qui travaillons. Mon père, mes sœurs qui faisaient les marchés à Paris se renseignent. Est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est possible. Il y a ce qu'il faut à Avignon. Il y a même tous les jours un car qui part de la gare d'Avignon pour emmener les forains. Un coup c'est à Sorgue, un coup c'est à Orange, un coup c'est à Carpentras. Tous les jours, il y a un car qui partait pour une ville où il y avait un marché. Le tout, c'est d'avoir les papiers nécessaires, c'est d'avoir la marchandise, et pas de problème, il y a des marchés dans la région d'Avignon. Mon père va s'occuper de tout ça, et en même temps qu'il s'occupait de tout ça, c'est-à-dire en se renseignant à droite, à gauche, on peut faire les marchés, les papiers nécessaires, la marchandise pour vendre, eh bien, il est tombé sur le maire d'Avignon. Ce maire d'Avignon, est-ce qu'il a sympathisé parce que mon père était sympathique? Est-ce qu'il a sympathisé parce qu'ils étaient de la même, du même bord politique? En tous les cas, il a mes sœurs qui sont mariées avec enfants, il leur a fourni
il leur a loué 2 logements. À nous, il nous a trouvé une maison qui était complètement vide, rue Joseph Vernet, c'est la rue maintenant la plus cotée, mais pas à l'époque. Hein. Donc, ça y est, une maison de ville qui nous est réservée. Il y a des chambres, il y a 2 étages, je crois, ou 3 étages, je ne me rappelle plus. Mes parents ont arrangé cette maison qui n'était pas habitée depuis très longtemps, vont la remettre, c'est devenu quelque chose de très familial, on s'y trouvait très bien. On va vivre comme ça jusqu'en 1943. En 1943, la France est complètement occupée. Et donc, la boîte qui nous embauchait remonte sur Paris et nous, on ne peut pas les suivre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on n'essaye même pas de chercher une place dans les bureaux. Mes sœurs qui le font travaillent très bien, eh bien, nous aussi. Je suis en train de tout mélanger là, je crois. En tous les cas, le maire d'Avignon nous procure des places sur les remparts d'Avignon et c'est là qu'on va y travailler. Donc, tous les matins, on déballait, c'était toute la journée et le soir, on revenait avec les invendus. On a fait ça jusqu'en 44, mars 44, 13 mars 44. On est en Provence. Une journée, la première journée vraiment ensoleillée et un soleil qui chauffe. Je suis à l'étalage avec ma sœur. Ce jour-là, il y a plus, non seulement ma sœur, une cousine, on est 3. Et c'est l'heure d'aller déjeuner. Quand on est 2, celle qui partit la première la veille, le lendemain, elle partira la deuxième. Et là, on est 3. Comme on est 3, on commence à dire qui part la première, c'est toi, c'est moi, on ne sait pas. Eh bien, Ibedjini, on tire au sort. Et le sort désigne Ginette. C'est Ginette qui doit partir la première. Mais Ginette, elle est grassouillette, Ginette, elle veut maigrir, et elle ne le fait jamais parce qu'elle est gourmande, elle aime trop manger. Eh bien, là, il fait beau. Eh bien, je profite de cette chaleur et de ce soleil pour rester à l'étalage. Je ne vais pas déjeuner aujourd'hui et ça fera quelques grammes en moins. C'est ma sœur et ma cousine qui partent, alors que c'était moi qui devais partir. Elles reviennent au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure. Oh, Ginette, t'as tort, il y a ci, il y a ça. Et Ginette, elle est gourmande. Elle va déjeuner. Dans la rue, j'ai rien vu de spécial. D'abord, qu'est-ce que je cherchais? Rien. J'arrive à la maison, j'ouvre la porte. Il y a 3 messieurs. Un sur la droite, je ne l'ai vu que de dos et de profil. Je n'ai pas entendu sans savoir. Sur la gauche, il y a 2 hommes. Manteau de cuir et chapeau de cuir. C'est même pas la peine que j'écoute ce qu'ils sont en train de me dire, ni que je demande. C'est la Gestapo. Et ceux qui sont devant cette Gestapo, eh bien, il y a mon père qui a 61 ans, mon frère qui a 12 ans et demi, et mon neveu qui a 14 ans et demi. Mon neveu vivait avec nous parce que sa mère avait été arrêtée en 1943 et que son père avait tout de suite remplacé sa mère par une femme qui ne lui plaisait pas. C'est triste de penser que s'il s'était accordé avec cette femme, il serait peut-être encore en vie maintenant. Donc, il ne s'accorde pas avec elle. Eh bien, ma mère a toujours élevé mon neveu, eh bien, il vient habiter chez nous. La Gestapo est là, devant eux, il y a mon père, 61 ans, mon frère, 12 ans et demi, mon neveu, 14 ans et demi. Les enfants devaient partir retrouver leur foyer scolaire parce qu'ils n'habitaient pas très loin, donc ils venaient déjeuner, mais ceux qui habitaient loin déjeunaient sur place avec un casse-croûte. Il n'y avait pas de cantine à l'époque. Donc, ils ne sont jamais retournés dans leur établissement scolaire. Moi, j'arrive le bec enfariné. Qui a dit ils nous ont arrêtés parce qu'on était juifs?
qui a dit on est venu vous arrêter parce que vous êtes. En tous les cas, moi j'entends le mot juif, je sais ce qui s'est passé nous quand on nous a accusés d'être juifs, mais non, pas du tout, on n'est pas juifs. Ah oui, mais ça a marché avec nous. Nous étions 3 jeunes filles, alors que là je suis toute seule comme jeune fille, mais il y a mon père, mon frère, mon neveu, c'est pas pareil. La Gestapo est au courant des coutumes chez les Juifs. Un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. La Gestapo est au courant de ça. Ils ont emmené papa, Gilbert, Jojo dans la cuisine. Ils les ont fait déculottés. Ils étaient circoncis. Ça veut dire que celui qui nous a dénoncés avait raison. Ils ne nous ont pas dit prenez des vêtements, prenez des affaires de toilette. Immédiatement, ils nous ont mis dehors. Dehors, il y avait des tractions avant. Ils nous ont poussés dans les tractions avant. Mais derrière l'autre traction avant, il y en avait une autre. Peut-être même qu'il y en avait 2 autres, mais ça, je ne m'en souviens pas. En tout cas, une. Alors ça, je m'en rappellerai toujours. Et qu'est-ce qui est à côté de cette traction avant? Alors, habituellement, ça fait rire un peu. Je m'adresse aux élèves devant nous. Là, il n'y a pas le temps, vous êtes trop loin. Un jeune homme qui repassait devant l'étalage. Ce jeune homme était avec ceux qui venaient nous arrêter. Il était dans les voitures. Il fait partie de la Gestapo. Nous, on nous faisait des sourires, lui nous faisait des sourires, en somme, on draguait. Et on était très contents. Ça fait plaisir, un petit jeune homme qui vous repère, même si c'est pas pour vous, même si c'est pour votre cousine ou c'est pour votre sœur, ça fait plaisir de voir qu'un petit jeune homme passe devant nous et fait des sourires. Ben oui, et ce petit jeune homme qui nous faisait des sourires, c'est pas parce qu'il nous draguait, non, pas du tout. Il nous repérait, vous n'allez pas rire tous les jours, mademoiselle, vous allez voir. Et nous, on croyait qu'il nous... On pensait. Alors, j'ai appris des mots que je ne connaissais pas. Moi, je parlais de touche ou de ticket. Il paraît que vous avez d'autres termes maintenant pour vous dire quand quelqu'un, un jeune homme vous drague. Mais je m'en rappelle déjà plus. Hein. J'aimerais bien qu'on me drague, mais on ne me drague plus maintenant. Donc voilà, je passe ce monsieur, ce jeune homme, et immédiatement, j'ai pensé que ma sœur, ma cousine, allait être arrêtée. Il nous a vus à l'étalage, je suis là arrêtée, ça veut dire qu'on est juive, et donc il va aller chercher ma sœur et ma cousine. J'ai toujours, tout le temps que j'ai été internée, je n'ai jamais pensé un seul instant qu'elles avaient pu être libres. Pour moi, tout le monde était arrêté, puisque la personne qui nous dénonçait nous connaissait. Donc, moi, je les voyais aller à la Gestapo. Alors, vous nous avez arrêtés, ces juifs? Et puis qu'on leur dise, ah oui, on en a pris. Ah mais non, ils sont plus que ça. Voilà, ça c'est ce que je me disais. Et c'est pour ça que je pensais que tout le monde était arrêté. En fin de compte, j'ai appris après que non. Alors, on va nous emmener en prison à Avignon. On est le 13 mars. On va être ensemble toute la nuit. Le lendemain matin, on nous réveille. Vous ne restez pas là. Il y a un car qui va vous emmener à Marseille. Le car est là. Il est rempli aux 3/4 de juifs qui ont été arrêtés il y a 8 jours, il y a 15 jours, il y a un mois. Ils ont été arrêtés parce qu'ils faisaient du marché noir, ils ont été arrêtés parce qu'ils ont fait de la résistance, ils ont arrêté parce qu'ils étaient des otages, et quand on les a arrêtés, on s'est aperçu qu'ils étaient circoncis, ça veut dire qu'ils étaient juifs, et bien maintenant, on va les déporter. Et nous voilà tous partis. Alors d'abord, le train à Avignon, un wagon normal, un wagon voyageur. À l'époque, il y avait 3 classes. Bon, naturellement, ils ne nous payent que des 3e classes. Et on va se retrouver à Paris. À Paris, il va y avoir un autobus qui va nous emmener à Drancy. Ce n'est pas une surprise. Tous les Juifs savaient que s'ils étaient arrêtés en France,
eh bien, il passerait par Drancy avant d'aller dans ce camp de travail. On le savait tous. Et ceux qui étaient d'origine étrangère, eh bien, ils allaient aller dans le Loiret, à Baume-la-Rolande ou Pithiviers. On était tous au courant de ça. Donc, on va nous emmener dans le camp de Drancy. Drancy, ce sont des grandes bâtisses partagées des étages, et dans chaque étage, il y avait des grandes salles. Et alors, je ne me rappelle plus très bien comment c'était Drancy, je ne me rappelle plus où on mangeait, mais je sais qu'à Drancy, j'ai passé un moment agréable. Pas le premier jour, toute la journée, avec mon père, ne pas savoir quoi lui dire, ça a été très long. Et puis, le lendemain, on a appris qu'il y avait des corvées à faire. Du coup, celui qui dirige le camp demande des gens pour faire des corvées. Moi, je me présente et je suis bonne pour la corvée de bûche. Donc, tous les matins, je me retrouvais avec des jeunes à éplucher des légumes. Et l'après-midi, je retrouvais mon père. Et mon père, je lui racontais toujours la même chose. Moi, je voyais mon père, toi, tu es trop vieux, papa, tu ne pourras pas travailler comme nous. Nous, c'était mon frère et mon neveu. Mon frère, Nadia, c'était mon neveu et moi. Moi, j'avais 19 ans, mon neveu en avait 15, mais il en paraissait 16 et même 17. Donc, nous deux, on va travailler ou en usine ou dans les champs. Mais mon frère, Gilbert, il n'a que 12 ans et demi. Les enfants ne travaillent pas, eux. Je ne savais pas que moi, il y avait des enfants qui travaillaient, donc je ne pensais pas. Donc, je ne vois plus autour de moi. Pourquoi, j'en sais rien. Je me suis renseignée après. C'est parce qu'il y avait des adultes qui s'occupaient des adolescents aussi, des enfants. Donc, on ne les voyait pas dans la cour traîner à chahuter. Non, ils étaient occupés. Donc, on va rester à Drancy du 31 mars au 1er avril jusqu'au 13 avril. Le 12 avril au soir, on nous prévient, ça y est, c'est le départ. Demain, c'est le départ pour... Alors, en s'amusant, on disait Pitchipoy. Pitchipoy, ça veut dire à perpète, c'est rien, ça n'existe même pas. Donc, on s'en va à Pitchipoy. On est là maintenant le 13 avril 1944, on est là le matin, comme on nous a demandé, 6 h du matin, on a tous emmené une couverture, plus la couverture que vous aviez. On avait le droit d'emmener une couverture, mais on en emmenait souvent une autre parce qu'on avait tous maigri, donc en cachant. Moi, mon père m'avait montré, il avait tellement maigri, le pauvre homme, il a mis 2 couvertures dans son pantalon. Et il était très heureux d'avoir risqué à l'Allemagne. On est arrivé sur... alors, on est tous emmenés à Drancy jusqu'au 12. Le 12 avril, on nous prévient, demain, ça y est, c'est le départ. Vous êtes là à 6 h du matin, avec toutes les affaires que vous avez. Vous aurez le droit d'emmener une couverture. On est là, on a tous la couverture sur le bras. Et il y a un train devant nous. Un train devant nous, vous l'avez trouvé le train? Il y en a. Voilà, un train devant nous. Et où est celui avec les wagons ouverts? Ah voilà. Alors, il y a un train devant nous qui est là, les wagons ouverts. Alors souvent, c'est mon plaisir, c'est de dire, qu'est-ce que vous pensez, à quoi pensez-vous quand vous voyez un train comme ça? Alors là aussi, il y a vraiment des moments très amusants dans les réponses qu'on vous fait. Et moi, je ne m'amuserai pas parce que je vais vous donner la réponse. Eh bien, c'est un train de marchandises, voilà ce que je me dis. Alors, si c'est un train de marchandises, il va partir. Et puis, il va y avoir un train qui va arriver avec des wagons 3e classe. Voilà ce que Ginette se disait. Eh bien, Ginette, elle se trompe. Ginette, ce train-là va rester, et c'est dans ce train-là qu'ils vont voyager. Alors, on nous oblige à sauter dans le wagon, les portes vont être verrouillées, et là, on va découvrir les lieux. Eh bien, nous, on n'a pas de chance. Là, ça va venir ou pas? Non, oui.
Nous, on n'a pas de chance. Notre wagon est un wagon comme celui-ci. Voilà. Un wagon comme celui-ci. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez dans ce wagon? Eh bien, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Vous avez l'air et la lumière qui passent par ce petit volet qui est là, et puis par les planches qui sont mal soudées. Et alors que d'autres avaient des wagons avec vraiment des fenêtres grillagées ou avec des barreaux. Ceux qui avaient des fenêtres, ils ont vu dans quelle direction ils allaient. Ils ont vu le jour, ils ont vu la nuit. Nous, rien. On est dans la pénombre tout le temps. On n'aperçoit pas les noms des gares. Donc, on ne sait pas si on va dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. On ne sait rien. Alors, comme il y a quand même un petit peu de paille dans ces wagons par terre, ai-je dormi? Peut-être. Hein. En attendant, on a voyagé 3 jours, 3 nuits. Je répète comme tout le monde, 3 jours, 3 nuits, mais sans me rendre compte comment j'ai pu supporter ce voyage. Je ne m'en rappelle plus. Donc, on va arriver, on va prendre ça. Le train va s'arrêter, les wagons vont être ouverts, les portes vont être déverrouillées, wagons ouverts, un air froid, agréable, pénètre immédiatement dans le wagon, et ça était très agréable. Ça sentait mauvais dans ce wagon. Les gens, on était combien? 60, 70, 80 dans un wagon. Des gens avaient fait leurs besoins sous eux. Comment voulez-vous? Le train ne s'arrête pas, on ne peut pas vider la tinette. Donc, une odeur affreuse dans ce wagon. Quand les portes sont ouvertes et le froid est tellement intense, c'est que, à peine ouvert, terminé, il n'y a plus d'odeur. Il n'y a plus d'odeur, c'est agréable. Et le reste n'est pas agréable. Vous avez des hommes, ou un homme, je ne me souviens pas non plus, qui saute dans le wagon et qui veut que l'on descende. Descendez. Mais non, on ne peut pas descendre. Il y a des bagages, il y a des vêtements qu'il faut habiller les enfants. Tel que vous êtes, vous descendez, vous laissez tout. Ben, il faut être obligé. On ne nous laisse pas faire, on ne nous donne pas le choix. Alors, on va descendre. Je suis assise sur le sol du wagon avant de sauter sur le quai. Et sur le quai, j'entends des commandements, des hurlements. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils disent? Et on me traduit. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui ne veulent pas marcher, on a mis à votre disposition les camions. Vous les voyez. Et c'est vrai, on voyait des camions avec la Croix-Rouge. Et c'est pour vous. Ils sont à votre disposition parce que le trajet entre l'arrêt du train et le camp est assez long et très dur, à travers champs. La plupart, les 9/10, n'ont pas bougé. On veut marcher. C'est dur, ça ne fait rien. On va respirer l'air froid, ça va nous faire du bien. Alors, papa, Gilbert, eux sont montés. Et tous les autres, on est sur le quai. Vous l'avez vu, le quai? Ben, j'ai pas le quai. Du tout. Ben, je ne sais pas où il est le quai, c'est pas grave. Alors, on est tous sur le quai à attendre les ordres. On est mélangés, femmes, hommes, enfants. Et maintenant, vous avez trouvé? Et maintenant, il faut que je trouve une combine pour ranger mieux que ça, mais je n'ai pas trouvé. Et maintenant, on est tous mélangés, les ordres arrivent, les femmes d'un côté avec les enfants et les hommes de l'autre côté. C'est fait. Et maintenant, de nouveau, on va nous donner des ordres. Ils veulent que l'on soit 5 par 5. Et 5 par 5, on va monter, on va passer devant ces messieurs. Et cette fois-ci, il ne faut pas aller vite. Il faut aller lentement. Et ils vont vous regarder. Et en 2 minutes, peut-être, si c'est même pas autant, j'en sais rien, ils vont vous évaluer.
et toi tu vas là, et toi tu vas là. Et dans mon groupe, on est un petit peu, alors que de l'autre côté, c'est pas un petit peu. Ils arrivent. Il y en a un qui va d'un côté, alors qu'il y en a au moins 6 qui vont de l'autre côté. Maintenant, on a été séparés comme ça. Ceux où l'on est très peu, on va partir à pied. Ils nous ont jugés assez costauds pour marcher. Donc, nous, on peut marcher, on va marcher. Et les autres que l'on juge inaptes à marcher, ils vont être fatigués. Et bien, ces messieurs qui sont vraiment très gentils, eh bien, ils vont les faire monter sur les camions. Et Ginette, à qui on dit que les nazis sont des êtres immondes, on me raconte des blagues, c'est pas vrai. C'est quand même drôlement humain de ne pas vouloir que les personnes enceintes, que les vieilles personnes, que les enfants en bas âge ne marchent pas. On va les faire arriver au camp en camion et les costauds vont arriver à pied. Mais c'est pas être inhumain, ça. C'est bien, au contraire, moi ça me rassure. Et du coup, j'en veux aux personnes qui m'ont dit que les nazis étaient des sauvages et tout comme ça. Et nous, maintenant, on va partir à pied. Et vraiment, j'étais heureuse que papa m'ait écouté et de partir. C'était impossible. Nos chaussures collaient dans la terre, faire des efforts, et puis les autres qui nous disaient « Schnell » et qui nous poussaient. Et on va arriver, au bout d'un moment, je ne pourrais pas vous dire combien de temps, on voit des fumées, on voit des cheminées, de la fumée, une odeur qui nous chatouille les narines, qu'on ne peut pas découvrir. La flamme l'usine. Vous vous rappelez, je suis dans un camp de travail où je travaille en usine, où je travaille dans les champs. Et bien voilà, l'usine elle est là, les champs, je suis en train de les traverser. Et maintenant, on est complètement dans le camp. Et alors là, est-ce que je vais retrouver mes maisons? Ouais, ça va aller, ça va aller, ça va aller, et ça va aller ici. Très bien. Et bon, d'accord, ça marche. Ça marche. C'est à peu près ça. Donc, on est. Alors, là, quand on a été arrêté, vous vous rappelez, c'est pour aller dans un camp de travail. Et comment je m'imagine un camp de travail? Eh bien, je voyais quelques baraques, mais très peu, à côté de cette usine où on allait travailler. Ou alors on allait travailler dans les champs. Et je voyais que quelques baraques. Et là, je rentre dans le camp, mais mes quelques baraques que je voyais, c'est pas quelques baraques, à perte de vue, des baraques. Alors là, c'est une baraque qui était à peu près ressemblante à celle que je me rappelle. Mais j'ai eu d'autres baraques où là, c'était pas du tout. Est-ce que c'est autre baraque? Oh, est-ce que c'est agaçant comme ça? Bon, c'est pas. Par là, peut-être. Donc, j'ai une photo d'une baraque avec des couleurs très, très chaudes, très vivantes. On voit même de l'herbe. Ça, c'est celle qu'on voit maintenant. Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est ce qu'on voit maintenant. Maintenant, quand on va à Birkenau, on voit des baraques comme ça. Elles sont en réparation, où on les a démoli les vieilles et on remet les neuves. Mais nous, quand on y a été, on voyait que des baraques, c'était sale, c'était noir, c'était gris. Là, maintenant, vous voyez, vous avez des belles couleurs, vous avez de la... Non, nous, on n'a pas connu ça, mais ça serait plutôt un aspect comme ça qu'on aurait vu. Dans ce... Alors, et ce qui m'intrigue, c'est que oui, je voyais des baraques, elles n'étaient pas autant, et puis elles étaient dans un autre état, mais par contre, ce qui m'intrigue, c'est que ce camp de travail est entouré de barbelés et... Voilà, il est
entouré de barbelés, et ces barbelés sont entrecoupés de miradors. Et des miradors, il y a ce genre-là de miradors, où tous les 20 mètres, 25 mètres, vous avez un mirador. Et vous voyez dedans les soldats avec leurs mitraillettes dirigées à l'intérieur du camp de travail. Et puis vous avez d'autres miradors. Et ceux-là, on les voit plus éloignés, plus loin. Et là, on aperçoit dans ces miradors des soldats. Ils n'ont plus de mitraillettes, ils ont des jumelles. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont ils sont en hauteur, et en hauteur, ils vont être plus loin dans l'horizon. Donc, ils n'ont pas de mitraillettes, c'est pas la peine, ils sont trop hauts pour tirer, mais par contre, ils ont des jumelles pour voir très loin. Bon, j'ai jamais été dans un camp de travail. Moi, je me faisais des idées, et bien, elles sont fausses. Et maintenant, on va nous emmener dans un autre endroit. Pour aller dans cet autre endroit, on va croiser des personnes qui ont une drôle d'allure. Elles ne semblent pas normales, elles nous regardent par en dessous, elles ont les yeux enfoncés dans les orbites, elles sont mal habillées. Moi, je pense que dans ce camp de travail, il y a un asile d'aliénés et qu'on leur donne des pelles, des pioches. Elles travaillent, donc ça doit leur donner bon moral. Elles savent qu'elles sont là et qu'elles sont utiles. Et nous, on n'est pas là pour faire du tourisme. Ne croyez pas qu'on s'est arrêté et qu'on a regardé. Non, on nous a dirigés vers un bâtiment. C'est le seul bâtiment de ce genre. Un grand bâtiment, c'est même pas ni des briques, c'est des pierres. Et on va nous faire rentrer dans ce bâtiment. Il est partagé en plusieurs salles et on va rentrer dans une salle, oh non, pas si grande que ça, une salle, pour ainsi dire, vide. Il y a des vitres, mais je ne sais même pas si dans celle-là il y en a, je ne me rappelle plus, mais il y a parallèle à un mur des tables, un peu comme ça si vous voulez, ça serait ça. Ces tables, elles sont beaucoup moins grandes que celle-ci, et on se retrouve à deux derrière une table. Les gens sont devant, il y a combien de... On n'est pas collés aux tables, dans mes souvenirs, j'ai l'impression qu'on est à 3-4 mètres, mais ça, exactement, je vous dirai pas, parce que ça serait peut-être des erreurs. Et nous, on est devant. On vient d'arriver, on est devant, alors on nous dit de nous mettre en rang. On essaye, on est en rang, mais un rang impeccable, vous savez, c'est très très rare. Chez les Français, on est très peu disciplinés. Hein. Alors, c'est vrai, il y en a qui a un pied trop loin en arrière, l'autre un peu trop loin en avant. Le rang, c'est pas un rang impeccable. Pour les nazis, il faut un rang impeccable. Alors, on commence à nous bousculer un peu fort. T'as ton pied qui est trop ski, là, t'as ton pied qui est trop... Là, on reçoit des coups de pied, on nous pousse, et on est placé comme ils veulent. Et les ordres arrivent. Déshabillez-vous. Déshabillez-vous, on enlève ce que l'on a. Allez, schnell! Ça veut dire que c'est pas assez d'enlever le manteau, là, c'est assez lavage. Non, ça ne suffit pas. Il faut emmener le reste. Allez, schnell! On va rester quand même en combinaison. À l'époque, toutes les femmes portaient des combinaisons, les jeunes filles aussi. Eh bien non, la combinaison aussi, on va l'enlever. Alors là, on reste en culotte et soutien-gorge. Eh bien non, ces messieurs, les nazis, veulent nous humilier jusqu'au bout et on va nous laisser on va nous obliger d'être nus, complètement nus. Vous êtes devant des femmes que vous ne connaissez pas et je ne sais pas, vous, mesdemoiselles, ce que ça vous ferait. Moi, personnellement, je suis nue devant des femmes que je ne connais pas. Je suis malade de honte. J'ai des sœurs
on est 6 filles, donc j'ai 5 sœurs avec qui je couche dans la même chambre, eh bien, on ne se bat pas nu. On se déshabille dans un endroit, et quand on arrive dans la chambre, on est ou en pyjama ou en chemise de nuit. Je n'ai jamais vu ma mère qui se promenait en culotte et en soutien-gorge. Ça ne se faisait pas chez nous. Et là, on m'oblige à être nue devant des femmes que je ne connais pas. Je suis morte, malade de honte. Mes 2 mains, c'est vrai, je cache mes seins, je vois, je me sais. Mais j'ai les yeux qui sont là. Et quelquefois, je les ouvre pour voir des corps. Mais je ne savais pas que ça existait comme ça. Je ne savais pas. Moi, je me suis venue, moi, toute seule. J'ai 19 ans, je suis une jeune fille. Je ne dis pas que j'étais une très belle femme. Mais bon, quand on est jeune, on est toujours bien. Et là, je vois des choses que je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ça avait existé. Alors maintenant, je les ai vus, j'ai été enregistrée, je ne suis pas toute seule, on va maintenant nous emmener dans une autre salle, une petite salle où vous avez des femmes derrière les tabourets. À tour de rôle, on va s'asseoir sur ce tabouret. Et vous savez pourquoi? Pour nous enlever les poils du sexe et les cheveux. Eh bien, là encore, ça m'a achevée. Vous voyez la position, vous êtes pudique, vous avez honte d'être nu, et on va vous asseoir, et vous allez avoir une femme qui va vous enlever les poils du sexe. Au début, quand je racontais ça encore, j'avais le rouge de larmes. Alors, elle vous enlève les poils du sexe, elle vous enlève les poils sous les bras, elle vous enlève les cheveux, mais elles ont des lames, c'est des rasoirs, je ne sais même pas, j'avoue franchement, je m'en tirais. En tout cas, elles ont des lames. Quand la lame est neuve, comme il faut qu'elle fasse vite, il y a des petits déraillements, et puis on arrive un petit peu à saigner. Quand elles vous enlèvent les poils du sexe, c'est pareil. Alors, elles ont été vite, et puis maintenant, elles arrivent à la fin, la lame, elle ne coupe pas, et ben, il faut frotter pour que ça vous rase. Et ben, vous avez encore, là encore, un peu le sexe sanguinolent. Et puis maintenant, on a été à la tonte, on n'a plus de poils, on n'a plus de cheveux, on vous emmène à la douche. Ah, ça va faire plaisir. Et on s'amène dans une salle qui est la salle de douche. Les douches se retrouvent en haut, au plafond. On nous sépare par petits groupes de 3-4, et 3-4, on est sous une table de douche. Jusque-là, Ginette avait honte d'être nue. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on lui a fait? J'en sais rien, c'est plus Ginette. Elle accepte la nudité. Et alors, on a été sous la douche, on n'a pas été mouillé, et maintenant on nous chasse. Et si on nous chasse, on se retrouve dans une salle. Qu'est-ce qu'on fait quand on a pris une douche? On cherche une serviette. Eh bien, on a cherché la serviette. Ben, il n'y en avait pas. Seulement, ce qu'il y avait, c'était des vitres cassées. Et les vitres cassées dans une salle, ça fait des courants d'air. Eh bien, quand il y a des courants d'air, il n'y a pas besoin de serviette. Voilà ce que ces messieurs du nazi nous avaient préparé. Alors maintenant, on a pris une douche qui n'en était pas, on a eu les cheveux rasés, et maintenant, on est nus, hein. Il faut nous habiller. Et Ginette, maintenant, ça y est, elle a accepté. Vous savez, tout ça, ça s'est passé peut-être en 3 heures, peut-être 4 heures, mais pas beaucoup plus. Et on est transformés. On n'est plus nous, on n'est plus des êtres humains qui étions à Paris, on est devenus maintenant les êtres qui vont habiter dans cet endroit, qui est l'endroit de la mort. Alors, on est nus, on va se retrouver dans une salle où vous avez des femmes qui vont nous jeter les vêtements pour nous habiller. Alors, comme moi, voit-on des déportés habillés. Alors, par hasard, je vais demander pour voir un peu une réponse. Vous êtes habillé avec votre t-shirt rouge. Comment vous voyez une déportée habillée? Alors, soulevez un tout petit peu pour me répondre. Le masque. Pas le t-shirt, hein. Avec des vêtements sales ou déchirés.
Ah ben, vous voyez les vêtements sales et déchirés. Est-ce que quelqu'un va une déporter habillée autrement qu'avec des vêtements sales et déchirés? Non? Oui? Oui, allez-y. Uniforme de prisonnier. Comment? À Auschwitz, il avait un certain uniforme. Uniforme de prisonnier. De quoi? Uniforme de prisonnier. Mais ça, c'est pas ça, ça donne pas une description, ça. Un Qu'est-ce que tu uniforme entends de par prisonnier. uniforme de prisonnier? Ah oui, c'est sûr qu'ils étaient pas en très bon état, mais Alors, c'est vague. Uniforme de prisonnier. Pas en très bon état. Émir? Et vous, mademoiselle, vous avez levé la main. Bon. En pyjama rayé, non? En pyjama rayé. Ah, ça ressemble. C'est ça que je voulais entendre. Je voulais entendre des vêtements rayés. Alors, en effet, les déportées politiques, celles qui ont été arrêtées parce qu'elles ont fait du marché noir, parce qu'elles ont fait de la résistance, enfin, celles qui ne sont pas juives. Oui, c'est exact, elles vont être habillées avec des vêtements rayés. Les juifs n'y ont pas droit. C'est trop beau pour les juifs des vêtements rayés. C'est un uniforme. On va faire des frais pour des juifs qui n'en valent pas la peine. N'oubliez pas que pour les nazis, on n'est rien. On est de la vermine. Alors, est-ce qu'on va s'habiller? On va leur donner un uniforme à de la vermine? Mais non, pas du tout. Nous, on va nous habiller avec les vêtements que les juifs, quand ils ont été arrêtés, ont emmenés avec eux. Vous vous rappelez? On est dans les wagons, on a des bagages, on n'a pas le droit de les emmener en descendant du train. Ces messieurs nous disent, ils vous rejoindront dans le camp, exact, les bagages sont arrivés dans le camp, mais pas à leur propriétaire. Les bagages sont amenés dans un coin de Birkenau qu'on appelle Canada. Et les gens qui travaillent dans ce coin qu'on appelle Canada, eux aussi, on les appelle les gens du Canada, et ils vont trier les affaires. Tout ce qui est bien va partir en Allemagne, et ce qui n'est pas bien, pour habiller les Juifs, ça sera suffisant. C'est pour ça que vous avez raison, on avait des affaires sales, on avait des affaires décolorées, rien n'était bien. Il y avait toujours des taches douteuses et tout, mais c'est quand même pas déchiré. Et maintenant, alors on est déguisé avec des vêtements qui nous vont plus ou moins bien. Alors normalement, on a dû avoir culotte, combinaison, et alors ou une robe, ou une jupe et une veste. Voilà. Mais tout ça, ça dépend comment que la personne qui distribue les vêtements va vous les donner. Ça dépend aussi comment vous allez les recevoir. Quelquefois, comme elle nous les jette de loin, il y en a une moitié qui est restée au bord eh ben, on vous dit pas d'aller les chercher, tant pis, tu ne l'as pas eu, ben, tu n'en auras pas. Et, voilà. Et maintenant, on est plus ou moins bien habillé et on va partir pour retrouver des endroits où on va vivre. Mais en attendant, on n'a pas été aux toilettes et ça commence à se ressentir. On s'est retenu. Dans les wagons, il y avait les tinettes pour se soulager, mais les tinettes, ça sentait, ça s'entendait, on ne s'est pas soulagé comme il faut. Alors là, maintenant qu'on nous parle d'aller aux toilettes, ça fait plaisir. On est content. On arrive dans la baraque. Je suis au bord de la baraque, au bord de la porte. Il y a encore des gens qui sont à l'intérieur, ils ne sont pas encore tous sortis. Et qu'est-ce que je vois? Vous avez des femmes qui vont faire leurs besoins côte à côte, dos à dos, et faire leurs besoins ensemble. On ne va pas aux toilettes quand on est tout seul et « Madame, j'ai un besoin ». Non, il va falloir attendre qu'on vous y emmène. On vous y emmène 3 fois par jour. Vous vous retenez entre chaque visite aux toilettes, vous avez besoin. Eh bien, vous ne pouvez pas vous soulager. Il faut vous retenir. Alors, vous allez vous retenir, et vous vous retenez. Et puis maintenant que c'est au bord et que vous êtes là prête à vous soulager, vous ne pouvez plus vous retenir. Alors, vous avez la personne qui commençait déjà à s'asseoir pour faire ses besoins.
vous ne supportez pas, vous n'avez pas encore de place, vous allez la retirer, elle a commencé mais elle n'a pas fini, et vous avez déjà commencé, ça fait que par terre, ce que vous prenez pour de la terre battue, c'est un mélange d'urine et d'excréments, et sur cette base que là, vous voyez propre, je ne l'ai jamais vu comme ça, toujours soudé. On est, quand on est à Birkenau, dans la crasse. Alors, la première fois quand j'étais là, c'était soudé, naturellement que je ne me suis pas assise, mais la personne que vous voyez qui est là, qui elle s'occupe de cette baraque, elle vous a vu, vous n'êtes pas assise. On n'est plus des êtres humains dans un endroit comme ça, on perd toute notion d'humanité. Cette femme, elle était peut-être très très bien, mais là maintenant, c'est elle qui est la gardienne de ce lieu. Elle a perdu, c'est plus un être humain. Elle vous voit, vous n'êtes pas assise. Elle se précipite sur vous, et exprès, elle vous appuie sur les épaules. Ça fait que vous qui ne vouliez pas vous salir, eh ben, vous allez partir avec les fesses salies. Et moi, quand j'ai été au bord de cette porte, et il y avait encore des gens qui n'étaient pas partis, qu'est-ce que j'ai vu? Une femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Pas possible, c'est pas vrai. Elle urinait dans ses mains et elle se lavait les fesses avec ses urines. Ah, tous les noms d'oiseaux. Elle y a eu droit, tous les noms d'oiseaux. Et à côté, j'ai vu quelqu'un, sur le coup, je croyais que c'était une statue. Et puis quand je l'ai vu bouger, j'ai dit non, c'est pas une statue. Elle était tellement maigre qu'on voyait ses vertèbres qui sortaient de la peau presque. Et j'ai eu des explications après. Cette femme qui se lavait les urines avec ses fesses, hein, eh bien, non, c'est le contraire, qui lavait ses fesses avec les urines, elle se sauvait la vie. Quand il y avait des... Parce que nous, on rentre de ce camp, on sait qu'il y a une sélection, on sait qu'on y est passé au travers, on croit qu'on est sauvé, mais non, pas du tout, on n'était pas sauvé. Des sélections à Birkenau, il y en avait tout le temps. Chaque fois qu'un convoi était annoncé, ben, il faut le loger, ce convoi. Eh bien, comment qu'on va faire? Où est-ce qu'on va trouver la place? Eh bien, les personnes qui sont rentrées dans ce camp parce qu'elles étaient en bonne santé, parce elles ont maigri, elles ont changé, elles sont même devenues quelquefois très, très, très maigres. Donc, quand il y a une sélection, on est nu, et là, c'est là que les nazis nous voient. Alors, tiens, toi, t'as une plaie. Mais si t'as une plaie, tu souffres. Si tu souffres, tu ne travailles pas comme il faut. Allez, on prend ton numéro, chambre à gaz. Et les personnes qui sont, cette personne qui était là, que je prenais pour une statue, elle était très maigre, très, très, très maigre. On voyait ses os, on voyait les os du bassin. Et bien des femmes comme ça, vous pensez bien que dès qu'elles étaient nues, ça se voyait qu'elles étaient très, 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 très maigres. Eh bien, est-ce que des femmes très, 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 très maigres peuvent travailler? Non, pas du tout. Allez, chambre à gaz. Et savez-vous comment on surnommait ces femmes qui étaient très, très, très maigres? On les appelait des musulmanes. Et ça, je ne devrais pas en parler parce que ceux qui ont cette religion prennent ça pour une injure, prennent ça parce que je fais exprès de le dire. Mais non, dans les camps, les déportés, quand on dit « elle était musulmane », ils ne pensent pas du tout à la religion. Je pense que « man », ça veut dire humain, musole, malade peut-être. Eh bien, un être humain malade, c'était devenu un musulman ou une musulmane. Et quand vous avez des déportés, vous dites, tu sais qu'elle était musulmane, on ne pense pas du tout, on nous parle de sa religion, mais non, on parle de sa silhouette, des personnes. Alors, on avait tous très très peur d'être musulmans, on avait tous très très peur d'avoir des plaies, parce qu'on ne le voyait pas nous-mêmes, et eux, les nazis, les voyaient, et si nous les voyaient, c'était la chambre à gaz. J'ai eu la chance
de quitter. Ah oui, alors donc on a été aux toilettes, on a été habillés, des douches on n'en a pas eu, et maintenant on va rentrer dans la baraque. Alors, en prison, on était dans des lits superposés. Chacune avait son lit. À Drancy, il y a eu des salles où les chambres, les lits étaient superposés aussi, mais il y a eu aussi des chambres où on était par terre sur un matelas. Mais chacune avait son matelas, et entre deux matelas, il y avait largement de la place pour circuler. Là, on va nous faire rentrer dans une baraque, et vous avez des niches. Voilà, des niches qui sont là. Ces niches, on les appelle des koyas. Ces koyas, c'est peut-être des carrés, vous voyez les carrés comme ça, 1,50 m sur 1,50 m. Quand la Blokova, c'est celle qui s'occupe de la baraque, nous a reçus en nous disant que ici, on était là pour sortir, mais pas vivante, mais pour mourir, et que si on n'était pas content de ces ordres qu'elle nous donnait, on n'avait rien à dire, parce que si elle nous disait quelque chose, elle avait le droit de nous tuer à coups de bâton ou avec ses gifles, elle avait tous les droits. Elle me répétait sans arrêt, ici, vous êtes entrés pour ne plus en sortir. Ça nous a beaucoup fait peur, mais on encaisse tout. Et maintenant, on est devant ces koyas, et alors, il faut être 6 par koya. Elle nous avait mis 18. Il y a celles qui sont très débrouillardes. Tout de suite, elles ont vu que c'était en haut qu'elles seraient mieux. Elles ont joué des coudes, et maintenant, elles sont en haut. Moi, je ne suis pas débrouillarde, mais quand même, pour une fois, je ne suis pas très mal sortie de là, parce que je suis au second, mais je suis au second le long de l'allée, parce que ces koyas se faisaient face à face. Et entre les deux, il y avait une petite allée. Eh bien, moi, je suis au 2e étage, mais la tête au bord de l'allée. Donc, moi, j'ai de la chance, je suis à l'air. Alors que ceux qui sont dans le fond, ils ne voient rien du tout, ils sont dans l'ombre, ils ont nos doigts de pied devant eux, c'est tout. Mais nous aussi, on a nos doigts. Et je ne sais pas comment j'ai pu m'endormir. Je ne croyais pas que je pourrais dormir avec toutes ces émotions. Eh bien, je me suis endormie d'un seul coup. Et c'est le lendemain matin, quand je me suis réveillée, quand on nous a réveillés, naturellement. Et comment qu'on nous a réveillés? Eh bien, la Blokova, en passant dans l'allée, après avoir allumé les lumières, est passée dans les allées, et vas-y que je te tape. Et du coup, ma bonne place, c'était plus une bonne place, hein. Qui est-ce qui a reçu le coup? C'est pas celle qui était dans le fond, c'est celle qui était au bord. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Elle veut qu'on soit tous dehors immédiatement. Mais nous, et vous, vous auriez fait autant. Quand on se couche, même si les affaires sont pas bien, on les enlève. On ne dort pas avec les affaires. Donc, on avait enlevé nos affaires. Comme il n'y a rien pour accrocher, on les avait pliées, on les avait mis sur nos têtes. Les chaussures, pareil. Et maintenant, il faut s'habiller et être très très vite dehors. Très très vite dehors, impossible. Ça fait que quand on est passé devant elle, on a toutes reçu des coups. Eh bien, c'est ce qu'on a compris, c'est que déshabiller, c'est pas pour Birkenau. Et à Birkenau, je ne me suis jamais déshabillée. Alors, on ne se déshabillait pas, on dormait avec les affaires, on travaillait avec les affaires. Et je me dis, pourquoi qu'à Birkenau, je ne me voyais pas sale? Et c'était même pas sale, c'était crasseux. On dormait avec nos affaires, on travaillait avec nos affaires. Je ne sais pas qu'il faut que je m'interroge pour savoir pourquoi que je ne me voyais pas sale. Et puis maintenant, alors, au début, on est dans un camp qu'on appelle le camp de quarantaine. On ne nous a pas donné un plan en disant ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as le droit. Non, c'est sur le tas qu'on a appris. Et sur le tas, je peux vous dire qu'on a compris tout de suite. La première corvée que j'ai faite, je suis avec une. Vous me dites l'heure, hein? Vous avez encore 10 minutes. Voilà. Bon, alors moi, je ne suis pas restée tout le temps à Birkenau. J'ai eu la chance de quitter Birkenau en novembre 1944 pour aller dans un autre camp
qui s'appelait Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, ce n'est pas un camp d'extermination. On y meurt, mais de sa propre mort. C'est-à-dire parce que vous avez faim, parce que vous êtes malade, mais il n'y a pas de chambre à gaz. On ne vous assassinera pas. J'ai eu, là encore, à Bergen-Belsen, j'ai la chance, en février 1945, d'avoir des dirigeants d'usines qui ont besoin de main-d'œuvre pour faire marcher leurs usines. Eh bien, je suis choisie pour aller travailler en usine. À Ragun, à côté de Leipzig, je vais être dans une usine qui va travailler pour l'aviation. Dans cette usine, il y a des ouvriers, comme ils nous ont vus dans cet état lamentable, à se battre pour la poubelle qu'ils avaient laissée à la cuisine. Ils vont s'apercevoir qu'on meurt de faim. Eh bien, ils n'avaient pas le droit, mais ils le faisaient quand même. Ils déposaient dans les endroits où on pouvait travailler avec eux des petits morceaux de pain, et peut-être que ça m'a permis à reprendre un petit peu de force pour arriver en France. On est travaillé en usine. En avril 1945, c'est fini le travail en usine. Les Alliés, mais c'était des Anglais, approchaient. Les nazis nous ont embarqués avec eux en train et on a été échoués à Theresienstadt. Quand on est arrivé à Theresienstadt, comment qu'on a été jusqu'au camp, je ne me souviens pas du tout. Je me souviens de l'arrivée. On est accueillis par des gens qui ont les yeux brillants de larmes, avec douceur, avec gentillesse, on nous parle doucement, et on n'a pas connu ça. Nous, c'était les nazis, c'était des coups tout de suite, c'était des injures tout de suite. Et là, c'est pas du tout le cas. Il y a deux dames qui me prennent par le bras, qui m'aident à marcher. On apprend qu'on est arrivé dans le camp de Theresienstadt, que ce camp venait d'être libéré par les Russes, et on est donc accueillis non pas par les nazis, mais par des libérateurs. Ces deux dames vont me prendre par le bras, vont m'aider à marcher. Je suis très fatiguée. Je vais arriver dans un bâtiment et on va m'aider à monter les escaliers. Et parce que Theresienstadt, c'est comme, je vous ai montré comment c'était Auschwitz, que c'était des bâtiments en dur. Et bien Theresienstadt, c'est ça. C'est une ancienne caserne, donc il y a des bâtiments. On va m'aider, on ouvre une porte et je vois des... Oui, c'est ça. Theresienstadt était comme ça, des bâtiments en dur avec 2 étages, 3 étages, je ne sais pas exactement. En tous les cas, je sais qu'on monte dans un bâtiment, on ouvre une porte et des lits. Et des lits, vous vous rappelez, j'en ai eu aussi à l'usine. À l'usine aussi, on avait des lits. Oui, mais là, il y a des draps. Il y a des draps dans les lits. Et toujours, pendant 50 ans, j'ai cru que les déportés qui arrivaient à Theresienstadt avaient le droit à des draps dans les lits. Theresienstadt, je l'ai appris après, était un camp modèle. Quand la Croix-Rouge voulait voir comment étaient traités les déportés, les nazis les amenaient dans ce camp de Theresienstadt où il y avait tout un cinéma, il y avait la salle de musique, il y avait la salle de sport, il y avait... La Croix-Rouge se contentait de ce qu'ils voyaient et on leur montrait que ce qu'on voulait. Bon, ils sont bien traités. Moi, j'ai toujours cru que Theresienstadt, c'était un camp modèle et que si j'avais des draps et des lits, c'était tous ceux qui étaient déportés comme là qu'il y en avait. Au bout de 50 ans, 55 ans, je ne sais pas exactement, je rencontre quelqu'un, on se connaît mais on ne sait pas comment, et puis on arrive à trouver, on était dans le camp en même temps. Alors quand des déportés se rencontrent, on ne parle pas de déportation, on ne va pas raconter qu'on a souffert, on sait bien, on y était toutes les deux. Non, où est-ce que tu as été libéré? C'est ça qu'on demande. Et elle me dit Theresienstadt. Ah, ben moi aussi. Et je commence à dire, tu te rends compte la chance qu'ils avaient. Ils avaient des draps dans leur lit, ils étaient vraiment là. Quoi? Des draps dans leur lit? Mais ça va pas. Bah écoute, on avait des draps dans les lits.
Ben, elle dit, mais moi aussi j'y étais, mais j'avais pas de drap dans mon lit. Peut-être que tu étais malade. Eh bien oui, c'est vrai. J'étais malade, mais je ne le savais pas. Et quand je suis arrivée dans un état tellement lamentable et qu'on m'a aidée, ben c'était parce qu'on m'a emmenée à l'hôpital. Donc, combien de temps que je suis restée dans cet hôpital, j'ai appris justement que quand on m'a aidée à me marcher, que j'avais le typhus. Qu'est-ce que c'était que le typhus? Je ne savais même pas. Après, oui, j'ai appris. Le typhus, c'est une fièvre qui est très, très, très forte. On peut aller jusqu'à 42 degrés très facilement. Alors, avec des températures comme ça, c'est peut-être mortel. Je ne sais pas exactement ce que c'est. En attendant, j'ai eu la chance d'avoir le typhus à la Libération. Ça fait qu'on m'a soignée. Moi, je n'ai pas été libérée au mois de mai. La plupart on dit que 8 mai, c'est la libération des camps. Non, moi, je n'ai pas été libérée le 8 mai. Moi, j'ai été libérée le 6 juin. Pourquoi? Ben parce que j'ai été soignée jusqu'au mois de juin. Quand je suis à l'hôpital, on me soigne. Qui m'a soignée, j'en sais rien. J'étais à Theresienstadt, c'était que des Tchèques. En tous les cas, je suis guérie, je suis rapatriée en France. J'arrive en avion à Lyon. À Lyon, je suis dans un centre d'accueil et on me dit « Prévenez votre famille ». Mais ma famille, pour moi, je pense que j'en ai plus. On a été dénoncés, nous on a été arrêtés, mais elles aussi ont été arrêtées. Je ne les ai pas vues à Birkenau, mais il y a tellement, tellement de monde à Birkenau, et c'est tellement grand qu'elles peuvent y être sans que je les voie. Donc, où est-ce que je vais aller? À Avignon? À Paris? Je ne sais pas. Donc je suis à Lyon, je reste à Lyon, je suis toujours malade et très 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 faible, eh bien je demande d'aller à l'hôpital, j'attends une chambre. Les gens viennent me voir avec des photos, est-ce que vous l'avez connu, est-ce que vous l'avez vu? Une dame s'approche de moi, je ne sais pas ce qu'elle veut de moi, mais je pense qu'elle va me montrer une photo ou qu'elle va me donner quelque chose. Elle s'arrête, elle me regarde. Mais, t'es une fiche Argesti, toi? Ben oui, je me rappelle mon nom, oui. Et elle m'apprend, ma mère, mes sœurs sont vivantes, n'ont pas été déportées et même elles ont récupéré l'appartement que nous avions à Paris. Je ne sais pas qui est cette femme. Je suis persuadée, j'en suis sûre et certaine, qu'elle a dû me le dire. Mais ma tête était tellement vide que j'ai rien enregistré. Je ne sais pas qui elle est. Jamais, depuis que je suis rentrée, quelqu'un m'a dit « Tu sais que c'est moi qui t'ai prévenu que ta mère, tes parents… » Non, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Elle a peut-être disparu, elle est peut-être partie, elle fait mal. Bon, ça fait rien. En attendant, moi, je ne veux plus aller à l'hôpital. J'arrive à Paris. Je n'ai pas le droit d'aller chez moi directement. Je dois aller dans un centre d'accueil où je dois répondre à beaucoup de questions parce qu'ils ont peur que parmi nous se glissent des collaborateurs, se glissent des nazis. Donc, on va poser les mêmes questions dans plusieurs bureaux différents. Ils comparent les réponses et si ce sont des réponses qui prouvent que vous avez vraiment été là-bas, eh bien, on va… Parce que les tatouages, ça ne veut rien dire, tout le monde peut les faire. Donc, on me libère. Mes sœurs que j'avais prévenues que j'étais vivante et que je serais à l'hôtel Lutetia ne sont pas là. Je n'ai pas la patience d'attendre. J'arrive dans mon quartier, je reconnais ma rue, je reconnais l'immeuble. À l'époque, les portes cochères n'étaient pas fermées comme maintenant, il faut des codes pour rentrer. Je rentre, je suis dans la cour, c'est la concierge qui est aussi. La concierge était là depuis, c'était la même qu'il y avait 3 ans. Elle me voit, elle me reconnaît, mais elle me reconnaît comme étant Gilbert. Ah, Gilbert! Non, c'est pas Gilbert, je suis Ginette. Et elle me dit, bah, ta mère t'attend. Je monte, c'est ma mère qui ouvre, on est dans les bras l'une de l'autre. Je ne sais pas, personne ne pleure, moi, ça je sais, je ne pleure pas. Ma mère, je n'en sais rien. Elle m'amène jusqu'au canapé où je vais m'écrouler parce que je suis très faible. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? On va lui donner demain matin des nouvelles de papa et de Gilbert.
Mais maman, t'en auras jamais. On les a assassinés, on les a gazés, on a brûlé leur corps, tu les verras pas. Voilà comment j'ai appris à une mère, à une épouse, qu'elle ne leur verra plus ni son mari, ni son fils. J'ai jamais eu de remords. Jamais je ne me suis excusée. J'ai vécu 8 ans avec ma mère. Pas un mot d'excuse. Moi, pour moi, j'ai rendu service à ma mère. Je lui ai dit tout de suite ce qu'il en était. Eh bien, elle attend plus rien. Et ma mère ne m'a jamais fait de reproche non plus. Elle ne m'a jamais dit, mais tu ne te rends pas compte comment tu m'as annoncé la mort de ton père et de ton frère. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça, moi. Comment veux-tu que tu me brûler, tu te rends compte, brûler, gazer, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne savais même pas où j'étais. Moi, ce que j'ai su, c'est que je ne les verrai plus. Ça, j'ai entendu. Jamais. Elle ne s'est jamais plainte. C'est moi. Ma mère meurt, je reste un petit peu toute seule. J'ai l'occasion de rencontrer un jeune homme et on se marie. J'ai un enfant et c'est quand j'ai eu mon enfant dans les bras que j'ai eu les remords. C'est là que ça m'est tombé dessus. Et puis, ma foi, les remords sont là, mais c'est trop tard. Hein. Voilà. Alors, voilà mon histoire. Vous l'avez entendu. J'espère qu'il y a encore un peu de temps. Merci, merci à vous, Ginette. Non, merci, non. À vous les questions. Est-ce que on va passer donc 25 minutes de questions? Oui, les questions, j'espère. Allez-y, levez la main. Est-ce que vous avez des questions sur le témoignage? Il y en a déjà une, bravo. Déjà la première, c'est déjà pas mal. Il y a quelqu'un qui vient avec le micro? Oui, Nicolas. Merci. Il faudra faire des frais là-bas, un micro en plus. Allez, vite, Là. Je voulais savoir si vous comprenez l'allemand. Parce que Non, j'ai jamais appris. J'ai des camarades qui ont appris l'allemand parce qu'elles savaient le yiddish. Et le yiddish, c'est-à-dire le patois des Juifs des pays de l'Est, ressemble beaucoup. Mais par contre, vous inquiétez pas, je ne parlais pas l'allemand, mais je me faisais comprendre. Par exemple, si je disais crank, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça voulait dire. Moi, je disais j'ai mal, je suis malade. Mais vous savez à quoi on répondait? Ah, crank, allez, une paire de gifles et puis Arbeit. Ah, ça j'ai compris. Ça, je savais le dire. Ils s'en foutaient qu'on parle. Il n'y avait pas à discuter avec eux. C'était les ordres et puis c'est tout. Donc, je n'ai pas eu besoin de parler l'allemand. Ça m'aurait servi, par contre, pour si je rencontre des camarades dans un travail et qui ne sont pas français, là oui, peut-être, ça m'aurait servi. Mais sinon, on n'en avait pas besoin. J'ai une question. Vous avez connu qui comme SS? Les seuls soldats, les vieux soldats qui nous surveillaient quand on travaillait, qui étaient dans les miradors, il y en avait très peu, c'était à la fin seulement, parce que tous les jeunes étaient au front, et bien ceux-là étaient quand même plus aimables. Je me souviens que je faisais une route, et bien c'était celui qui était dans les miradors qui nous prévenait quand la capo arrivait, il nous toussait. Ça voulait dire qu'elle arrivait, alors hop, on commençait à travailler. Sinon, on dormait assis. Mais il n'y avait pas besoin de parler. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques vieux Allemands qui n'étaient pas des SS et qui avaient pitié de nous. Mais sur la fin, hein, très 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 peu. comment est-ce que vous avez fait pour reprendre une vie à peu près normale après ça? Comment Moi, je l'ai prise très très vite et très rapidement. Je suis arrivée, mes sœurs sont là. Mes sœurs, c'était des jeunes filles. Elles travaillaient en province. Il y avait des restrictions. Les gens manquaient de tout à Paris. Et mes sœurs, travaillant en province, faisaient des échanges avec les fermiers. Elles vendaient des bas, des chaussettes, des sous-vêtements. Pour avoir des bas, des chaussettes et des sous-vêtements, quand il n'y avait pas de ticket de textile, eh bien, les fermières donnaient des œufs, de la volaille.
et à la maison, il y avait tout ce qu'il fallait sur la table, ce qui n'était pas le cas partout. Donc, à la maison, il y avait de la jeunesse. Ça aurait été ma mère tout seule, ça n'aurait pas été pareil. Moi, je suis arrivée, mes sœurs étaient avec leurs amis, ça chantait, ça riait. Eh bien, elles auraient pu dire, ma sœur est revenue, maintenant c'est fini, c'est pas chez nous qu'on fera les réunions terminées. Elle a souffert, on ne peut pas faire ça. Elles ne l'ont pas fait. Elles ont vécu exactement comme elles vivaient quand on n'était pas là. Et ça, bravo, merci mes sœurs. J'ai tout de suite été dans une ambiance agréable, gaie, détendue. Eh bien, je peux vous dire que ça change de quelqu'un qui est arrivé alors qu'il n'y a pas de parents, ou s'il y a un parent, il y en a toujours un qui est mort ou l'autre qui n'est pas revenu. C'est la tristesse, elles-mêmes ne sont pas bien. Tandis que moi, ce n'est pas le cas. Moi, je suis arrivée, c'est vrai, j'étais pas bien, c'est vrai, j'étais mal, seulement à côté, dans la pièce à côté, il y avait des gens qui chantaient, des gens qui riaient, et ça, et ben du coup, ben, moi aussi, j'ai fait comme elle. Alors, naturellement, il se peut que j'ai peut-être un tempérament à être gai, mais moi, vraiment, j'ai tout de suite été dans le bain. Pas au point de vue santé, ça a été autre chose. Pendant très longtemps, je n'étais pas du tout en bonne santé. Mais le caractère, ça, tout de suite, ça a été la gaieté. Est-ce que vous vous êtes déjà révolté contre les SS? Est-ce que vous êtes déjà révolté, opposé contre les SS? Ah non, ça, écoutez, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, mais ils ont compris leur douleur. Il était impossible de se révolter contre eux. Ils avaient la force, ils avaient la loi pour eux, et il n'était pas question. J'en ai vu qui ont essayé, mais ils ont compris. Ou ils étaient morts, ou ils étaient en prison. Moi, j'ai eu une camarade, elle n'était pas ma camarade. La première fois qu'on fait le travail ensemble, ils trouvent qu'on le fait mal, ils trouvent qu'on se moque d'eux. Eh bien, je peux vous garantir, pas moi, mais elle était devant. Celle qui nous commandait, lui a commencé à la disputer, et comme elle était très jeune et que l'autre c'était une femme, elle se permet de lui dire un ton en dessous. Mais il fallait pas, il faut se laisser battre, il faut se laisser discuter, on n'a rien à dire. Elle lui donne une gifle qui l'a fait tomber par terre. Eh bien, par terre, elle a continué à la taper. C'était affreux. On comprend tout de suite qu'on est dans un endroit où on ne peut pas se défendre. On est à leur merci. Il faut se faire le plus petit possible si on ne veut pas se recevoir trop. Mais des coups, de toute façon, ils nous en donnaient tout le temps. Mais il ne faut pas croire que c'était que les SS qui frappaient. En réalité, les soldats, c'était très très peu. Mais par contre, ils donnaient des ordres. Les ordres, ils les donnaient aux capots. Et ça, ces fameux capots, je ne sais pas du tout où ils allaient les chercher. Mais ce n'étaient pas des êtres humains. C'était si vous aviez vu avec quel plaisir ils pouvaient taper les gens jusqu'à ce qu'elles meurent à leurs pieds, mais c'était à ça, les capots, oui, on peut les craindre, et oui, on peut leur en vouloir, parce que je ne sais pas d'où ils les sortaient, mais c'est eux qui nous ont fait terriblement souffrir. Alors, naturellement, il faut dire aussi que derrière ces capots, c'était les nazis. Mais je vous dis, les nazis, vous savez qu'il n'y avait que 3000 soldats dans le camp, alors qu'on était des 15 000 ou 20 000. Ça veut dire qu'il y avait très très peu de soldats, mais c'était les capots. Est-ce que vous avez rencontré ou connu Simone Veil? J'ai rencontré Simone Veil, pas dans le transport, alors qu'elle était dans le même transport que moi. Un transport, c'est un convoi. Un convoi, c'est le groupe de personnes qui est parti de Drancy jusqu'au camp. Simone, on était en quarantaine ensemble. On faisait une corvée
parce qu'au début, en quarantaine, on ne travaille pas. Le travail n'est pas obligatoire. Mais les capots viennent nous chercher pour des corvées. Et comme ce n'est pas obligatoire, personne ne veut aller travailler. Alors du coup, la capot vous prend de force. Quand elle vous prend de force, naturellement, vous cédez des coups. Et j'ai été prise de force, Simone a été prise de force, et on se retrouve ensemble à faire un travail. C'était un jour où il pleuvait des cordes, mais vraiment une pluie très 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 forte. On travaille depuis quelque temps, on est trempé, on porte, je ne sais même plus ce qu'on porte, en tout cas on porte quelque chose et on passe devant un mirador, ceux que je vous ai montrés qui sont en hauteur. Alors quand ils sont en hauteur, ça veut dire qu'il y a un escalier, et quand il y a un escalier, ça veut dire que l'escalier va démarrer d'un endroit. Alors voilà, alors on passe devant un mirador comme ça, en réparation. La porte est ouverte, la capot, il pleut très fort, quelquefois jamais elle aurait eu l'idée de le faire, je ne sais pas. Ce jour-là, alors que c'est la plus vache des capots, elle a cette réputation, le mirador est ouvert, elle nous fait rentrer dedans pour nous reposer, pour nous abriter de la pluie. On s'est retrouvés avec Simone toutes les deux. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Je ne m'en souviens pas, je ne sais pas. En tous les cas, on est toutes les deux, on est l'une dans l'autre pour se réchauffer, et l'une dans l'autre pour se réchauffer, on s'est endormi. On n'a pas dormi longtemps. La capot, vous pensez bien qu'elle n'allait pas nous laisser dormir. La pluie a un tout petit peu cessé de force, elle nous fait sortir. Elle est tombée en extase devant Simone. Et ça, je suis témoin. Elle lui dit, t'es trop belle pour être habillée comme ça. T'es trop belle, et chaque fois elle répétait, t'es trop belle, t'es trop belle. Moi j'étais à côté, elle ne me regardait même pas. T'es trop belle, tu ne vas pas rester dans ce camp, je vais te trouver d'autres vêtements et tu vas aller travailler ailleurs dans un endroit qui sera moins dur. Normalement, quand on est au courant, on laisse parler la capot et on écoute et on a le droit de rien dire. Rien, pas un mot. Vous devez écouter, vous ne devez même pas la regarder, vous devez écouter. Et Simone, ne sachant pas ça, ah non, moi je ne veux pas partir, moi je reste là. Il y a ma mère et il y a ma sœur, moi je restais avec cette capot qui a la réputation d'être si méchante. Eh bien, aurait pu lui dire, mais mademoiselle, où est-ce que vous vous croyez? Moi, je vous ai donné un ordre et vous allez l'exécuter. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, que votre mère, votre sœur soient où elles veulent, vous allez aller là. Et elles se débrouilleront. Et bien, cette capot qui a eu une réputation d'être la plus vache, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Simone, eh bien d'accord, t'amèneras ta mère et ta sœur. Moi, j'ai toujours cru que Simone, vous savez, malheureusement, il y a des relations entre femmes, quelquefois, qui peuvent rendre service. Moi, j'ai toujours pensé que la capot avait, d'accord, trouvé Simone très belle, mais pas spécialement pour l'admirer comme ça. C'est pas vrai. Elle est tombée en admiration, simplement en admiration par sa beauté. Et des femmes belles, des jeunes filles, mais il y en avait plein. Je dirais même que je pourrais être vexée. Moi, j'étais à côté d'elle. Mais Simone, c'est elle qui a eu tous les honneurs. Moi, elle ne m'a même pas vue. Elle ne m'a même pas regardée. Quand la capot lui a amené des robes, j'étais toujours étonnée que Simone m'en donne une, alors qu'elle avait quand même sa mère et sa sœur. Dernièrement, ses enfants, ses fils m'ont donné son livre. Je commence à le lire et j'ai eu le mystère de la robe. Elle lui avait amené 3 robes, donc elle m'en a donné une. Moi j'ai toujours cru qu'elle lui avait amené qu'une robe, et pourquoi qu'elle me l'a donnée à moi? C'était vraiment trop gentil, alors qu'il y avait ça. Ah ben non, elle lui en avait amené 3. Mais cette robe, je me souviens
j'avais un moral à 0. J'avais envoyé papa et Gilbert dans les chambres à gaz. C'est moi qui leur ai dit de monter dans les camions. Mon neveu, 15 ans, il n'a pas 15 ans, donc lui aussi est parti en fumée. Donc tout le monde est parti en fumée. Moi, on m'avait donné en guise de combinaison une espèce de chemise de nuit qui m'avait permis de coucher la première nuit sans avoir le contact des filles qui étaient à côté de moi, qui étaient sales, sans avoir le contact de cette couverture qui était rêche. Et bien cette chemise de nuit, le lendemain, on me l'avait déjà volée. Alors le moral était à 0, et quand un moral est au 0 dans un endroit comme ça, la mort est rapide. Eh bien, cette robe, ça m'a fait un coup de vitamine. Et d'un seul coup, je me suis ressentie comme si j'étais une belle jeune fille. Belle jeune fille, c'est pas le mot, mais une jeune fille agréable à regarder, alors que je me voyais moche, sale. On m'avait coupé les cheveux, mais c'était pas rasé, moi. Mais tellement coupé, tellement mal que je sentais qu'il y en avait de toutes les longueurs. Vraiment moral à 0. Et là, grâce à elle, ça s'est reparti. Et si je suis là, moi je dis c'est grâce à cette robe. Voilà l'histoire de la robe de Simone. Et Simone, quand je l'ai retrouvée par l'intermédiaire d'une camarade qu'on avait en commun, c'était Marceline Loridan. Marceline était copine avec moi, mais était copine aussi avec Simone, et c'est par son intermédiaire, parce que moi Simone, je l'ai vue que quand elle était malade presque déjà, hein. Mais sinon, Simone, Marceline, elle l'a fréquenté beaucoup plus que moi. Mais ce qu'il faut dire aussi de Simone Veil, c'est que tout en étant ministre, elle n'a jamais oublié qu'elle avait été déportée. Il y avait des cérémonies, elle était en train de parler avec des présidents, des gens de la haute, eh bien, une déportée s'approchait pour lui dire bonjour, elle les quittait pour aller dire bonjour. Simone n'a jamais oublié qu'elle avait été déportée. Moi, j'ai toujours admiré Simone. Ça vous a fait quoi d'avoir eu la Légion d'honneur? Alors ça, je peux vous dire que ça a fait plaisir aux personnes qui me la donnaient. Ça fait plaisir peut-être, même pas à ma famille, parce qu'ils la donnent trop facilement. Moi, je suis restée encore avec l'idée que la Légion d'honneur et toutes les décorations, c'est quand on est des héros, quand on fait quelque chose d'héroïque. Et moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Et on m'a donné la Légion d'honneur, et puis la Légion d'honneur, encore, il y a des grades différents, chevalier, je sais pas quoi. Non, moi, ce sont pas, je trouve que c'est pas mérité. Et c'est pas parce que je vais dans toutes les écoles, à droite et à gauche, que je mérite plus. Non. Moi, j'ai rien fait d'héroïque. Qu'on donne à des héros, à des gens qui sauvent les gens de leur vivant. Parce que maintenant, on donne la Légion d'honneur à titre posthume. Avec ça, ils ne sont pas fauchés. Hein. Mais moi, la Légion d'honneur, parce que j'ai été déportée, parce que... Non. Ça fait... Je ne sais même pas si ça fait plaisir à mes enfants et petits-enfants. Hein. Mais moi, je trouve que ce n'est pas mérité. Mais ça, les décorations, je peux vous dire que j'en ai. On est à l'âge. À la maison, je les ai tous éteintes. Au cours de votre parcours, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Au cours de votre parcours, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Non, je ne peux pas dire ce qui m'a le plus ou moins marqué. Je ne sais pas. Peut-être quelque chose que je n'oublierai jamais, la nudité. La première fois que je suis nue devant des gens que je ne connais pas. Ça a été terrible. Mais bon, c'est pas catastrophique. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je parle beaucoup de cette nudité. Elle a été pour moi très, 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 très pénible. Alors après, vous savez, les coups, enfin, c'est pas qu'on s'y habitue, et comme on ne peut pas faire autrement, il faut bien les accepter. Je ne sais même pas si ça nous fait mal. Ce qui fait mal, c'est quand on vous frappe parce que vous avez fait quelque chose qui ne leur plaisait pas, ou que vous n'auriez pas dû faire. Alors là, oui,
vous pouvez vous en rappeler. Et ça, je l'ai eu une fois. Et sinon, des coups, mais ils ne savaient pas nous dire Schnell. Eh bien, Schnell, on ne dit pas seulement Schnell. Hop, on te cogne. Tu n'étais pas bien rangé, eh bien, on ne te dit pas mets-toi en rang. Toc, on te cogne. Et quand on dit cogner, c'est pas avec une petite pichenette, c'est des coups de bâton, c'est la brutalité totale. Mais on s'y fait très vite à ça. Par contre, si vous avez fait une bêtise et que là, on vous frappe, ça c'est différent. Est-ce que vous avez réussi à garder contact avec des personnes que vous avez rencontrées? Est-ce que vous avez réussi à garder contact après avec des personnes que vous avez rencontrées? Est-ce que vous avez réussi à garder contact avec des gens que vous avez rencontrés dans les camps après? C'est une bonne question ça, parce que justement, je ne me suis pas fait d'amis du tout à Birkenau. Je m'en suis fait à Bergen-Belsen, oui. Mais à Birkenau, je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai dormi pendant 6 mois minimum avec les mêmes personnes, je ne sais même pas qui elles sont. Par contre, j'avais un groupe d'amis que j'ai connu à Drancy, d'abord que j'ai connu à Marseille. À Marseille, c'était Marceline, et puis il y avait une mère, une tante et sa nièce. On est 3, on arrive à Drancy. De ces 3 personnes à Drancy, je fais la connaissance d'une autre petite famille qui venait de Toulouse. Ce petit groupe, on s'est suivis, pas dans le camp à Birkenau, non, pas du tout. On ne s'est pas retrouvés dans le camp. On se trouvait dans le camp, mais on n'était pas à se fréquenter. C'est au retour. Au retour, alors j'ai retrouvé ces gens-là et on est restés très amis. Mais dans le camp, je ne me suis pas fait d'amis du tout. À Bergen-Belsen, oui, mais pas à Birkenau. Par contre, les quelques amis que j'ai connus à Marseille, en prison, et puis après, là, on est restés amis assez longtemps. Mais maintenant, tout le monde est mort. Voilà. Est-ce que vous avez connu des juifs de la liste de Schindler? Est-ce que vous avez connu des juifs de la liste de Schindler? Est-ce que vous avez connu des juifs de la liste de Schindler? Ah non, vous en non, avez rencontré? pas du tout. D'abord, primo, moi quand j'ai vu ce film, j'ai trouvé, je ne savais pas que ça existait. Et je trouvais dommage de montrer des films comme ça qui étaient faux. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas du tout que ça avait existé. Non, j'étais outrée d'avoir un film comme ça. Mais ça a existé. Pas beaucoup, mais oui, cette usine a existé. Et ce patron d'usine, par le fait, était un nazi, mais qui a été intelligent et qui a su reconnaître que les nazis avaient tort, et du coup, il a aidé les Juifs. D'ailleurs, il est enterré en Israël, il paraît, avec tous les honneurs. Mais moi, quand j'ai vu le film, oh là là, j'étais horrifiée. Parce que je regarde tout ce genre de film pour voir juste tout, comment il montre aussi. Il y a aussi un film, je sais pas, c'était hier, il paraît, j'ai regardé, je sais pas, La vie, la joie de vivre, ou quelque chose comme ça, je sais plus. Où c'est ce soir? La vie est belle. La vie est belle? La vie est belle. Benigni. C'est quand? C'était hier, je crois. Je sais pas. D'accord, La vie est belle hier. Ah, c'est bête parce que je voulais le regarder. Parce que, oh là là, quand j'ai vu ce film-là, j'étais horrifiée. Comment on nous raconte qu'il y a des enfants dans le camp. Il nous raconte une histoire il raconte à son enfant qu'il va chercher son camion. Mais j'ai vécu ça. C'est pas possible de dire des choses comme ça. Et les gens, ceux qui ne réfléchissent pas et qui prennent tout pour de l'argent comptant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben, les Juifs, ils racontent des blagues, c'est pas vrai. Il y a des enfants, il y a la femme de cette prisonnier, de ce Juif, qui vient voir le commandant du camp, et elle veut vivre avec son mari et son fils. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils avaient dit que c'était une fiction, mais on oublie que le début, il a dit que c'était une fiction. Et puis on prend, oh j'étais outrée. Et puis après, j'ai appris que la joie de vivre, ça, archi faux, mais la liste de Schindler, ça a existé. Bien. Il est 16h20,
suis désolé, on va devoir retourner au collège. On va merci infiniment Juliette Koulenka pour votre témoignage. Pour vous remercier, je vous demande qu'une chose, c'est de devenir des passeurs de mémoire.